s'engage beaucoup plus dans le débat public. C'est maintenant la partie consacrée aux entrepreneurs. Et je vais avoir le plaisir d'accueillir quelqu'un qui a eu plusieurs vies, qui est normalien, qui a ensuite été le premier conseiller innovation d'un président de la République à l'Élysée, qui a créé le Conseil national d'une mairie, qui a fait beaucoup de choses, qui ensuite, à la fin de sa carrière politique, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui est parti aux États-Unis, qui a travaillé sur de nombreux sujets, y compris l'éducation, et qui va nous faire du coup je dirais pas un double discours, mais en tout cas un discours en deux temps, à la fois un discours sur les aspects et l'héritage philosophique du libéralisme, et qui va nous lire quelque chose d'un petit peu littéraire, et ensuite qui va tenir des propos un petit peu plus engagés et qui font appel à son expérience. Monsieur Nicolas Prinsen. Bonsoir. Oui, je suis entrepreneur dans le numérique, mais c'est dans un texte vieux de 200 ans, Alexis de Tocqueville, La démocratie en Amérique, que j'ai trouvé la meilleure description de là où nous en étions aujourd'hui dans notre rapport à la liberté, à la démocratie, dans un contexte de révolution. Et donc je voulais dire quelques mots de ce texte. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leurs âmes. Et au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Ils travaillent volontiers à leur bonheur, mais ils veulent en être l'unique agent et le seul arbitre. Ils pourvoient à leur sécurité, prévoient et assurent leurs besoins, facilitent leurs plaisirs, conduisent leurs principales affaires, dirigent leur industrie, règlent leurs successions, divisent leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses. Elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait. Mais après avoir pris ainsi dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, l'État, le souverain, étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles, compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. Tocqueville nous dit que même en démocratie, on peut devenir des moutons et que ça se joue ici. Ce qui m'intéresse avec lui, c'est qu'il invite à penser la liberté dans un contexte de révolution. La révolution de son époque, c'était la démocratie elle-même. La révolution de notre époque. Quelle chance avons-nous de vivre une révolution? Vous la connaissez. C'est une révolution scientifique. C'est autant une découverte qu'une invention. C'est évidemment l'intelligence artificielle. Et en effet, comme l'ont dit des prédécesseurs, si nous utilisons cette révolution, si nous la comprenons, si nous prenons le dessus, nous pouvons avoir un grand destin. Alors moi, j'ai 3 grands projets dont je vais vous parler, 3 grandes révolutions que la France doit accomplir dans les 36 prochains mois pour sortir de l'autre côté beaucoup plus fort. La première, c'est la réforme de, j'appellerais ça, l'État intelligent.
Vous savez, l'État nous dit à tous, citoyens, entreprises, utilisez l'IA, adoptez l'IA, allez-y. Mais le premier acteur qui doit s'imposer la discipline de l'intelligence artificielle, c'est l'État lui-même. Parce que l'IA, c'est quoi? C'est l'arme anti-bureaucratique par définition. L'IA, c'est quoi? C'est un truc qu'on branche sur un bordel de milliards de données, désordonnées, qui ne se parlent pas, et qui va avoir l'intelligence de ranger la chambre, en gros. Et qui va trouver des solutions à partir d'un univers complètement bureaucratique dans lequel on ne comprend plus rien, on ne sait plus qui fait quoi. L'IA va chasser les doublons, les triplons, les quadruplons. Les fraudes aussi, fiscales, sociales, en temps réel. Tous les problèmes de régulation vont disparaître si une IA souveraine s'applique sur des données publiques, plus ou moins ouvertes, mais en tout cas bien accessibles. Si on réussit la réforme de l'État intelligent, on va créer une nouvelle démocratie où les décisions, les projets seront simulés par une puissance de calcul plus forte qui pourra nous dire les conséquences à court, moyen et long terme des décisions qu'on prend à tous les niveaux, à commencer par l'économique. Alors, deuxième révolution, une fois qu'on aura réglé la première, que l'État sera devenu intelligent, moins bureaucratique, et que la tronçonneuse qu'est l'IA aura redonné sa place et redessiné les contours de l'État, alors on aura la révolution du retour de l'État stratège. L'État stratège, il est beaucoup plus mobile, beaucoup plus intelligent. L'État stratège, c'est deux choses. C'est un leadership qui est au courant et qui maîtrise un minimum l'évolution scientifique et technologique de son temps. C'est Napoléon, c'est De Gaulle et d'autres qui ont compris l'innovation de leur temps. Et la deuxième chose, l'État stratège, c'est un État qui comprend que son rôle, ça n'est pas de faire à la place des Français, mais c'est de créer le terrain favorable à ce que les Français expriment leur génie, leur créativité, leur travail. Je vous donne un exemple qui me rend dingue. Qu'est-ce qui va réduire la sécurité routière? Qu'est-ce qui va améliorer la sécurité routière au XXIe siècle? Les panneaux d'affichage à 50 sur le périph' ou à 80 sur les routes de campagne pour gagner des petits pourcentages? Mais on n'est pas à une époque de décimale, les amis. On a une époque de rupture totale. Ce qui va faire que les morts sur la route, 3500 morts sur les routes chaque année en France, va tomber non pas à 3400, mais à zéro à terme. C'est le véhicule autonome, à l'évidence. C'est ce qu'on voit à Austin, à San Francisco, à Chongqing, à Shanghai, et qu'on ne voit nulle part en Europe pour l'instant. Alors elle est où la stratégie? Où sont les investissements? C'est ça l'État stratège, c'est ça qui nous manque et qu'on doit rétablir. Troisième révolution, la plus urgente sur laquelle je m'investis personnellement. On n'arrivera pas à faire un grand pays à l'ère de l'intelligence artificielle avec une école qui est 27e du classement PISA. Du sol au plafond, de la petite enfance à la formation professionnelle, y compris pour nous tous, on est tous à la rage sur l'IA, il faut bien l'admettre, il faut absolument qu'on réinvestisse dans notre propre génie, qu'on fasse la grande réforme systémique de l'éducation dans notre pays, qui va faire de nous pas seulement des gens qui vont maîtriser tous les savoirs fondamentaux, mais qui vont savoir surfer cette vague incroyable qui réduit considérablement les obstacles à la création d'entreprises, la création de projets, la création d'œuvres d'art. L'IA ne va pas se substituer à nous, elle va nous sublimer. Mais encore faut-il la domestiquer. Et pour ça, il faut des individus pleins, pas des individus vides, des individus forts et pas des individus faibles, des individus, des Français, des citoyens qui ont des choses à dire. Et pour ça, il faut une école de l'excellence et de la créativité. Et je dis bien sûr toutes les formes d'excellence et toutes les formes de créativité. Mais pour ça, il faut reconstruire notre école, et je dirais avec une méthode, non pas idéologique, les amis, mais entrepreneuriale. On regarde ce qui marche et on le duplique et on le scale. Ce qui ne marche pas, on le tue. On apprend à évaluer. Et on a des ambitions fortes. Moi, ce qui m'intéresse pour notre pays, c'est que l'école française soit la meilleure école du monde. Alors j'ai commencé à consulter en créant un podcast, une chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner. Tout de suite. Qui s'appelle La meilleure école du monde, où je rencontre tous les acteurs de l'éducation, du terrain au plus haut sommet, pour essayer de trouver les meilleures pratiques qui vont faire que, à l'heure de l'IA, à l'heure de l'intelligence, notre pays ressorte plus fort. C'est mon souhait pour la France, parce que je pense résolument que c'est au bord du précipice que nous, Français, on commence à se tenir droit, à regarder haut et à contempler la grandeur. Jusque-là, c'était pas mal.
la grandeur qu'on porte en nous et créer encore une fois en France les conditions pour que les Français soient libres. Merci.